Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur où je suis heureux de vous retrouver au fil de nos rubriques habituelles. Vous le savez, une fois sur deux, nous commençons par le lancer autrichien. Cette fois-ci, nous commençons par technique et matériel. Aujourd'hui, en technique et matériel, j'aimerais vous parler un peu des cannes à mouche, tout en particulier des anneaux. On a déjà vu que les cannes à mouche sont fabriquées à base des blanks, donc le module en carbone actuellement, en 2 ou 4 brins. Donc ici devant moi j'ai des modèles de 4 brins parce que c'est vraiment la tendance actuelle pour les voyages et déplacements, pour avoir des tubes plus petits dans ces valises. À part le blanc qui doit être donc bien fait, léger, d'un diamètre réduit, les anneaux sont la chose la plus importante à savoir et à avoir. Donc, je m'adresse ici particulièrement à des gens qui soit veulent acheter une canne à mouche, soit veulent se la monter eux-mêmes. Alors, chaque canne à mouche a 2 anneaux clés. L'anneau clé, c'est les 2 anneaux d'extrémité, comme toujours. Donc, nous avons un anneau de départ, donc ici. Donc, l'anneau qui est le premier du moulinet pour partir, et l'anneau de pointe, qui est le dernier. Ces 2 anneaux sont les anneaux clés. Pourquoi? C'est très simple. Entre ces 2 anneaux, la soie glisse parallèlement au blanc. Elle n'émet que quelques vibrations, comme les cordes d'un violon par exemple. Et donc, ils ne servent qu'à guider parallèlement au rapport au blanc la soie. Or, les anneaux de départ et les anneaux de pointe sont des casses, des angles si on veut. Il est très clair que quand vous lancez votre soie, elle arrive ici et ensuite vous la tirez. Donc elle fait pratiquement un angle droit au rapport à votre canne. La même chose se passe avec votre anneau de départ où vous tenez dans la main gauche votre soie qui vient du moulinet. Donc ici aussi, on a un angle pas droit, mais quand même un angle important avant que la soie longe le reste. Donc, ces 2 anneaux-là sont le plus éprouvés, si on peut dire. Il faut savoir qu'une soie à mouche, qu'elle soit naturelle ou en plastique, a quand même une consistance qui est en plastique ou qui est en soie, qui fait un frottement permanent au rapport à vos anneaux. Donc, quand vous lancez, clac, 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 elle racle toujours dans les anneaux. Il est clair que l'abrasion au premier anneau et au dernier est beaucoup plus important que cela du milieu. C'est pour ça qu'on a toujours pensé à mettre l'anneau de départ, donc le premier, plus fort, plus gros de diamètre et surtout d'un matériel différent que les autres qui sont entre les deux, comme la pointe. On a donc pensé de mettre des anneaux qui sont renforcés. Quels anneaux existent aujourd'hui chez nous? Nous avons donc des anneaux de départ qui sont en céramique et qui sont donc renforcés. Nous avons ensuite, si on a des cannes pour des grosses soies, même un deuxième anneau encore plus petit mais encore renforcé. Et le reste de la canne est fait en serpentiforme. Donc les anneaux qui sont tordus, type anglais ou américain, à droite ou à gauche, ça n'a aucune importance. Pour se terminer avec une boucle, un simple loop qui est le plus léger de tous pour ne pas alourdir la canne à la pointe. Ces anneaux-là existent en blanc, en or, comme ici, ou en noir, comme ici, et dans des matériaux différents que nous allons voir une autre fois. Alors nous pensons que chaque pêcheur à la mouche doit bien connaître son environnement, bien connaître la truite et les poissons qu'il souhaite attraper et la rivière. Et donc nous souhaitons toujours vous parler de l'environnement du pêcheur. Dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler cette semaine de quelque chose qui est très important et qu'on ne connaît pas bien. C'est les berges de nos ruisseaux et de nos rivières. Tout le monde sait que pendant le cycle annuel, la rivière est parfois en crue et parfois en lot d'étiage, comme actuellement. On redoute surtout des crues et
on ne s'occupe pas trop des eaux basses. Pourquoi on redoute de crue? Parce que l'augmentation du volume d'eau fait une augmentation de la vitesse d'eau, donc il y a plus d'énergie dans l'eau, et donc on arrive d'avoir des endroits dans des méandres extérieurs, Prallhang en allemand, où l'eau creuse. Alors, il se fait que la rivière gagne petit à petit sur le terrain. Ça ne plaît pas du tout aux gens qui possèdent ce terrain, donc la plupart du temps, ce sont des paysans, et on le comprend, car ça devient instable, ça tombe à l'eau, c'est emporté, et il y a aussi une perte quand même de quelques mètres carrés de terrain tous les ans selon le cru. Donc, l'ingéniosité d'homme a inventé une chose qui doit fixer et lutter contre le courant et fixer le terrain qui est donc toujours côté extérieur de votre ruisseau ou rivière. Alors, au début, on est allé très fort. On a dit la seule chose qui ne peut pas être enlevée, c'est du béton. Alors on a créé des berges bétonnées. Bon, ça satisfaisait les gens pour leur terrain, mais les pêcheurs notamment, et aussi les écologistes, des vrais écologistes, ceux-là qui connaissent quelque chose de la nature, je veux dire, ont de suite vu qu'il y a un appauvrissement de la rivière, aussi bien de la faune que de la flore, qui se fait sur quelques années. On a donc ensuite dit, ah bon, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ensuite, il y avait des projets différents. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on voit dans cette matière? C'est l'enrochage, comme nous l'avons en face. Effectivement, c'est beaucoup mieux que du béton, car entre les roches et les interstices, il peut y avoir dedans des petits rongeurs, des loutres, il peut y avoir en cas de crue aussi des poissons qui se mettent quand même à l'abri, et c'est très durable et c'est pas très cher. Maintenant, en dehors de ça, on a aussi compris que des plantes, des arbres, des buissons sont des très bons fixateurs de la terre au bord du ruisseau et des rivières. Donc ici, juste au-dessus, on voit qu'il y a une plantation d'arbres et même d'herbages qui fixent la terre et qui, comme on le voit bien, est depuis quelque temps pas touché par des eaux, par l'érosion de la crue. Maintenant, dans des endroits les plus fous, on a carrément utilisé des pneus, des vieux pneus remplis de terre et de gravats pour fixer les berges. Inutile à vous dire que ce n'est pas très écologique quand même. Et dans des petits ruisseaux, on essaye de mettre des poteaux, donc des poteaux enfoncés qui doivent freiner la vitesse d'eau. Donc, il faut aller entre l'utile et entre l'écologique pour garder le milieu. Je suis d'accord qu'il faut garder le terrain du paysan et de la personne qui appartient, mais il faut quand même qu'on ait une vie qui continue dans nos rivières, comme on le voit ici, avec un petit tributaire qui se jette tout tranquillement ici en face. Eh bien, il est temps de retrouver Eric, non pas au bord de l'eau, mais derrière son étau préféré. Et nous allons ensemble monter une mouche au nom bizarre, mais qui est plutôt destinée au menu des ombres que des truites. La mouche de la semaine est une sorcière. En effet, elle s'appelle Grayling Witch. Le nom est anglais, la mouche est autrichienne et elle pêche partout. En effet, cette petite merveille qui se monte très facilement, comme on va voir bientôt, est une mélange de witch, on sait très bien, c'est un genre de red tag, donc une queue rouge. C'est tout simplement une mouche qui est ancienne et toujours employée en Slovénie, en Autriche, pour l'ombre. Pourquoi on a ajouté quelque chose? Et qu'est-ce qu'on a ajouté? C'est qu'on a changé l'hacle qui est normalement marron, avec des grizzlies, et on a ajouté une légère aile au-dessus du corps pour faire insecte volant ou sèche qui est en train de partir sur l'eau. Cette mouche, donc, elle se pêche dans toutes les rivières de moyenne montagne, surtout en automne, donc en la vraie période de pêche de l'ombre. Donc, cette mouche, je vous la conseille vraiment de l'avoir dans votre boîte dans des tailles
12, 14, 16 et même 18 et attaquer dans toutes les rivières de France et de l'Europe l'ombre avec cette mouche. Maintenant, montons au tableau pour voir comment on la réalise. On prend donc ici un hameçon fin de fer 2 fois long, donc pas la tige courte ni la très longue, juste moyenne, avec ou sans ardillon, selon si on veut relâcher le poisson ou si on veut le garder. Ensuite, on fait donc un abdomen tout simple avec la fibre de pan, donc d'un coloris vert que je ne peux pas vous montrer ici. On fait avant, comme la mouche red tag, une toute petite queue rouge qui est souvent en place pour des mouches à ombre. Ensuite, donc, comme on a dit, on fait une légère touffe de poils de chevreuil au-dessus comme une aile pour sedge. Pas trop fort, juste un petit peu. Et on finit un hacle qui peut être plus ou moins fourni selon que vous pêchez des rapides ou des calmes. Donc le hacle, il est en grizzly, donc un coq génétique, parce que normalement, on n'en trouve pas sur les coqs indiens ou chinois. Bon, voyons maintenant quel matériau et quel matériel il nous faut pour confectionner cette mouche. Il nous faut, comme d'habitude, un bon étau qui tient bien l'hameçon pour mieux travailler. Ensuite, bien entendu, il nous faut un ciseau pour les gros travaux. Il nous faut un ciseau pour des petits travaux, donc pour des poils fins. Ensuite, une porte-bobine avec des fils noirs que je préfère régulièrement. On peut aussi, bien entendu, prendre une porte-bobine avec un fil fin rouge. Ensuite, avec des porte-bobines, on a souvent des enfileurs pour, si on casse le fil, qu'on arrive à le remettre facilement. Ensuite, une paire des pinces à hacle pour enrouler donc la collerette. Et il nous faut, pour finir la mouche, une aiguille à dubbing avec du vernis. Voilà tous les matériels qu'il faut pour la confectionner. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux. Nous commençons, comme toujours, par les hameçons. Ici, donc, j'ai pris, pour qu'on le voit mieux à la caméra, une taille de 14, mais je préfère vous dire que les hameçons de taille 16 ou 18 sont pour les ombres plus prenantes. Ici, donc, un hameçon de 14 avec une tige moyenne, donc 2 fois long, et celui-là sont avec ardillon qu'on peut pincer éventuellement si on veut relâcher le poisson. Ensuite, nous utilisons du hametron fluorescent orange, rose ou rouge pour faire la queue des petits cercles. C'est important, ça fait une attirance pour l'ombre qui aime apparemment bien des coloris. Comme on l'a vu dans la fameuse collection de Guy Plat avec ses Team Attack qui lui change tout simplement les cercles en rose, orange et bleu et vert même qui attirent vraiment des ombres. Ensuite, nous avons ici des herles de paon. Donc on ne prend pas l'œil ni le couteau, c'est tout simplement des herles, des grandes plumes, lesquelles vont faire l'abdomen. Ensuite, pour l'aile, nous pouvons utiliser, comme je l'ai ici, du chevreuil d'hiver. Donc ça, c'est du chevreuil d'hiver, et qui peut être aussi remplacé par des plumes, par des poils d'antilope. Ensuite, pour couronner le tout, nous avons ici un neck grizzly Metz qui nous permet de faire des colorettes vraiment magnifiquement. Voyons maintenant à l'étau comment nous montons cette mouche. On commence les enroulements au milieu avec un fil très fin ici et on va vers la hampe où nous fixons le matériel, donc du hametron yarn fluorescent, dans mon cas orange. On coupe, on laisse un tout petit peu. On prend ensuite les 3 herles, donc j'ai choisi 3 ici, de paon qui vont réaliser
l'abdomen. Vous voyez bien qu'on le met jusqu'au devant pour ne pas faire une bosse derrière. Ça, c'est important. On enroule donc les 3 à la fois. Et on fait un joli corps. Vert foncé. Magnifique. On y va devant à peu près, vous voyez ici, à 3/4. Et on fixe avec 3 tours. Maintenant, on a le corps. Donc, vous voyez qu'il est bien comme il faut, uniforme de derrière à devant. Et maintenant, je prends donc le chevreuil où je prélève quelques fibres. Je mesure. Je coupe l'excédent et je le fixe. Je vais sur l'hameçon et je reviens en arrière pour que ce soit bien. Ensuite, avec des plumes de Metz, je prélève une. Donc voilà l'acle. On enlève le barbe. Donc on garde que des plumes qui sont la partie de la plume qui est bien rigide et brillante. On la fixe bien. Et avec la pince à acle, on fait quelques enroulements. Maintenant, selon le courant, nous prenons plus ou moins de tours, comme nous le voulons. Bon, là j'ai décidé qu'on va pêcher dans les courants. Et donc j'ai fait une mouche qui est assez fournie. Et en arrière, on coupe l'excédent. Voilà, on fait la tête. Demi-clé. Une autre. Et une autre. Voilà. Coupe le fil. On redresse l'acle. Voilà. Parfait. On pourrait encore finir avec une goutte de vernis. Et voilà, fait notre Grayling Witch, qui est vraiment un killer pour les ombres en automne. Alors on vient de fabriquer une très très bonne mouche à ombre. Ça tombe bien car aujourd'hui nous avons décidé de vous emmener dans le sud de l'Autriche, dans une des rivières préférées d'Eric, où, paraît-il, il y a des ombres. Alors on va bien voir, et à bientôt. Terre regobage. Ben oui, ça commence à sortir, le vent est tombé un peu et voilà, on voit maintenant pas encore beaucoup d'insectes sur l'eau, mais il y a des ombres qui sont en train de monter là dans très très peu d'eau. On a vu un gros gobage, donc ça pourrait être un beau ombre. Et là, quelques-uns de petits. On va se déplacer un peu. Il faut savoir qu'ici, sur cette rivière de basse montagne autrichienne, on peut vraiment dire que c'est une rivière de type à ombre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la zone de haute montagne ni de moyenne montagne, on est vraiment en bas où la pente est très faible et donc l'eau court relativement doucement. On voit ici que le profil est régulier en travers de toute la rivière. On voit que le gravier est régulier, il est quasiment partout pareil. Et ça s'appelle la région à ombre. On sait maintenant déjà depuis pas mal de temps que si le substrat est quasiment pareil partout, on a des mêmes insectes à peu près partout. Ici, c'est donc le moyen, donc un courant lent à moyen, et donc on trouve ici beaucoup d'éphémères de type nageante, donc des bétidés, et des éphémérillidés, donc les ignita. Donc ici, c'est typiquement pour l'ombre, qui aime cette eau fraîche, claire, transparente, et qui vit dans des profondeurs de 15 cm
à évidemment 2 mètres, mais ici on n'en a pas beaucoup des endroits très très profonds. En face à la berge, oui, il y a érosion quand même. Sinon, il peut y avoir l'ombre partout. Il ne faut pas croire à l'ombre que toujours il se trouve là où c'est plus profond. Pour la truite, c'est souvent vrai, pour l'ombre, non. Alors maintenant, on va essayer de pêcher en émergente ou en sèche, selon les éclosions qu'on va voir cette rivière d'Autriche. La différence entre la pêche de l'ombre, pas celui-là de mon chapeau dans l'eau, mais l'ombre ici avec la grande nageoire dorsale, et la truite est très 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 marquée. La truite, on sait déjà, elle est toujours au rapport à un poste, une roche, une souche, où elle chasse, où elle gobe, et on sait qu'elle se déplace latéralement, horizontalement, à une circonférence de au moins 50 cm à droite et à gauche. L'ombre, lui, il est dans cette étendue immense, où tout semble pareil, mais tout ne l'est pas. Car malgré cette uniformité du fond de la rivière, il y a quand même parfois des petites roches ou des cailloux qui font un petit courant derrière dans lequel il peut y avoir un beau ombre. Donc premièrement, on vérifie déjà est-ce qu'il y a par ici, par là, des petits courants au rapport à ça. Ensuite, l'ombre gobe du matin au soir en principe. Hein. Aujourd'hui pas trop, là voilà un beau gobage. Ça c'est un ombre qui fait tout à fait des 35 cm. Et la difficulté de la pêche de l'ombre est la précision du posé, la précision d'être dans la ligne pile au nez de l'ombre et ni 10 cm à droite ou à gauche, sinon il ne le prend pas. Il ne monte que tout droit. Alors, difficulté 1. La deuxième, c'est que l'ombre ne supporte pas que votre mouche drague. Il faut donc absolument lancer, amorti, avoir un bas de ligne souple et assez long, et ensuite donc présenter, comme nous en Autriche le font, 3/4 en aval, retirer la soie et que la mouche passe la première. C'est comme ça qu'on a plus de chance. Voyons maintenant comment on peut attaquer un ombre dans cette rivière. Manqué. Le seul poisson de la journée manqué. Bravo Tolderer. Bon, on va essayer d'attendre un peu. Peut-être, il remontera. Ça fait 2 heures que je bataille. Une rivière vraiment renommée, super et tout, et rien, que dalle. En sèche, il n'y a pas de gobage, pourtant il y a des insectes, il fait beau, on est à coup du soie quasiment. J'ai essayé un peu la nymphe, j'ai eu une touche, j'ai déjà mal au poignet, c'est pas toujours comme on veut malheureusement. Et le seul minuscule ombre qui était devant moi, que je cherchais pendant au moins 3 km, mais je le manquais. Souvent c'est à la fin que ça vient, le gros, le très gros. Mais celui-là, ah il y a un autre. Il y a un autre. Attendez là. Mais évidemment, il est placé qu'on ne peut pas le pêcher quoi. Très vite. Ah. On est bas quand même. Une sardine d'ombre. Oui, oui. Quand même. Top. Petite, belle et vigoureuse. Vient de ma poule. Envoie-moi le grand-père. Ça mérite pas de faire autant de bruit, mon bébé. Ok. Non mais, hey. Petite, mais ça bouge. Regarde. Petite ombre.
pas bredouille. Le pire est évité. Toute petite bébé. Oh là là. Bien, on va te relâcher. Regarde-moi ça. « 20 cm. Pas terrible pour un ombre. Hop, ça y est, il repart. J'ai sauvé l'honneur. Je suis pas bredouille. Mais fier quand même pas.